Bonjour à tous. J'ai fait cette vidéo pour aider les terminales S qui sont en spécialité SVT à réviser la formation d'ATP dans la cellule musculaire. Je précise tout de suite que ce contenu n'est pas adapté pour des étudiants en post-bac. En effet, il y a de nombreuses simplifications qui sont faites pour le niveau terminal. Voyons tout d'abord ce qu'est l'ATP. L'ATP est une molécule formée par un groupement adénosine qui est relié à 3 groupements phosphate. Cette formule ici n'est pas vraiment à connaître au niveau terminal, je l'utilise surtout pour vous expliquer le principe. Ces liaisons phosphate ici sont riches en énergie. Et si une de ces liaisons est découpée, cela va libérer de l'énergie. L'ATP, en se transformant en ADP plus PI ici, va donc pouvoir libérer de l'énergie. Cette énergie peut être utilisée pour de nombreuses réactions cellulaires et en particulier la contraction de la cellule musculaire. La contraction de la cellule musculaire se fait par un glissement des filaments de myosine par rapport aux filaments d'actine. Et ce glissement nécessite la consommation d'ATP qui se transforme ainsi en ADP plus PI. Cependant, la cellule musculaire ne possède pas de réserve importante d'ATP. L'ATP va donc être renouvelé petit à petit au cours d'un effort musculaire. Au fur et à mesure de l'effort, l'ATP ici est consommé et transformé en ADP plus PI, et ensuite, des réactions que nous allons voir vont permettre de reformer de l'ATP à partir de ADP plus PI. La première voie que nous allons voir pour former de l'ATP à partir d'ADP est la voie de la créatine phosphate. La créatine phosphate est une molécule qui peut céder un phosphate à l'ADP, qui va donc se transformer en ATP. Et cette réaction va donner de la créatine. Cet ATP ainsi formé va pouvoir être utilisé pour la contraction. Le stock de créatine phosphate est largement limité et cette voie ne va être utilisée vraiment que dans les toutes premières secondes de l'effort musculaire. Il s'agit donc ici de la voie de la créatine. Les différentes réactions vont apparaître au fur et à mesure dans ce cadre avec une couleur, ici par exemple orange, qui correspond ici à la voie de la créatine. Ensuite, nous allons voir la glycolyse, qui correspond à la transformation du glucose en pyruvate. Cette réaction va consommer des transporteurs R' et former des transporteurs à l'état réduit, ici noté R'H2. La glycolyse va produire une quantité assez limitée d'ATP à partir d'ADP plus PI, et encore une fois, cet ATP va pouvoir être utilisé ici pour la contraction musculaire. Donc cette réaction ici correspond à la glycolyse, et elle se déroule dans le hyaloplasme de la cellule. Nous allons maintenant voir ce qui arrive à ce pyruvate. Ce pyruvate va être consommé par le cycle de Krebs. Celui-ci se déroule dans la matrice mitochondriale. La matrice mitochondriale correspond à cet espace ici, délimité par la membrane interne mitochondriale, représentée ici en bleu. La mitochondrie est en effet délimitée par 2 membranes, la membrane externe, la membrane interne. Ces 2 membranes définissent donc un espace intermembranaire ici représenté en gris, et là, la matrice mitochondriale. Nous allons voir tout à l'heure les crêtes mitochondriales qui sont ici ces replis de la membrane interne vers l'intérieur de la mitochondrie. Mais revenons à notre cycle de Krebs. Le cycle de Krebs va produire du dioxyde de carbone. C'est vraiment le pyruvate qui contient 3 atomes de carbone qui va être transformé en dioxyde de carbone. Cette équation correspond à une oxydation et va donc être couplée à une réduction, c'est-à-dire à la transformation de transporteur R' en R'H2. Le cycle de Krebs produit aussi une petite quantité d'énergie utilisable là encore pour la contraction musculaire. Si on fait le bilan de ces 2 réactions, on a donc oxydé le glucose et produit des transporteurs réduits, ici par la glycolyse et ici par le cycle de Krebs.
Ces transporteurs réduits peuvent être utilisés dans la chaîne respiratoire qui se déroule, elle, dans les crêtes mitochondriales. La chaîne respiratoire va consommer les transporteurs R'(H2) et les faire passer à l'état oxydé R'. Cette oxydation est couplée à la réduction du dioxygène qui se transforme en eau. Ces réactions permettent, dans les crêtes mitochondriales, la formation d'ATP à partir d'ADP plus PI. C'est donc ici en bleu la chaîne respiratoire. C'est cette réaction qui produit le plus d'ATP et qui sera utilisée pour la contraction. Toutes les réactions que nous venons de voir ici nécessitent donc du dioxygène. En l'absence de dioxygène, il y a une réaction qui permet de continuer à produire de l'ATP par la glycolyse. En effet, imaginons qu'il n'y ait plus de dioxygène. Les R'(H2) ne vont plus être transformés en R'. Et donc, on aura à un moment plus de R' dans la cellule. S'il n'y a plus de R', la glycolyse ici ne pourrait pas se dérouler. C'est la fermentation qui va permettre de renouveler ces composés R'. La fermentation utilise le pyruvate et produit de l'acide lactique. Elle renouvelle les R' et permet donc à la glycolyse de continuer à avoir lieu. Par contre, comme on a vu que la chaîne respiratoire était ce qui permettait de produire le plus d'ATP, l'association entre la glycolyse et la fermentation permet de produire très peu d'ATP. L'association de la glycolyse, du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire est donc un métabolisme aérobie puisqu'il nécessite du dioxygène. La voie de la créatine, la fermentation lactique et la glycolyse constituent, eux, une voie anaérobie puisque le dioxygène n'intervient pas. La glycolyse ici intervient à la fois dans la voie globale aérobie, puisqu'elle produit le pyruvate utilisé par le cycle de Krebs, et aussi dans la voie anaérobie de la fermentation, puisque la fermentation utilise du pyruvate. Récapitulons chacune des réactions que nous venons de voir. La voie de la créatine phosphate, qui ne nécessite pas de dioxygène, mais qui produit une quantité limitée d'ATP. La glycolyse, qui utilise le glucose, le transforme en pyruvate et produit une quantité limitée d'ATP. Le cycle de Krebs, qui utilise le pyruvate, produit du dioxyde de carbone ainsi que des composés R'(H2). La chaîne respiratoire, qui va utiliser les composés R'(H2) produits par le cycle de Krebs et par la glycolyse, utiliser le dioxygène et former de l'eau et produire une grande quantité d'ATP. Et enfin, la fermentation lactique qui utilise les R'(H2) de la glycolyse et renouvelle des R', de manière à ce que la glycolyse se déroule à nouveau et produise de l'ATP. Faisons maintenant le bilan de chaque type de métabolisme. D'abord, le bilan global du métabolisme aérobie, avec la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. On consomme ici du glucose, ici du dioxygène et de l'ADP plus PI. Ce qui est formé, c'est du CO2, formé ici par le cycle de Krebs, de l'eau, formée ici par la chaîne respiratoire, et de l'ATP. Maintenant, le bilan global du métabolisme anaérobie, avec la glycolyse associée à la fermentation. On consomme du glucose, de l'ADP plus PI, et ce qui est formé, c'est de l'acide lactique, ainsi que de l'ATP. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à comprendre les différentes grandes voies du métabolisme et à bien comprendre que chacune est associée à une autre. Par exemple ici, ce qui est produit par le cycle de Krebs est consommé par la chaîne respiratoire et permet de produire de l'ATP.